Okay. Bonjour Lauriane. My name is Ange Assanzi. And my name is Aurélie Maketa. We are interviewing on behalf of the Samuel Proctor Oral History Program today on July 22, 2020. And we have the pleasure to be with Lauriane Audio. Thank you, Lauriane. Thanks. Lauriane. Oui. Est-ce que tu te rappelles de la première fois quand tu as entendu parler du COVID-19 et ta réaction aussi par rapport au COVID-19? Oui, je me souviens de la première fois que j'en ai entendu parler. Je pense que c'était peut-être en novembre 2019 ou en décembre 2019. Et la réaction que j'ai eue la première fois que j'en ai entendu parler, je me souviens, c'était c'est une maladie qui a commencé en Chine, on a une épidémie et ça va bientôt passer, ça va vite passer et puis voilà. On se sentait loin de ça, on ne se sentait pas concerné. Et, Okay. tu étais où? Tu étais où quand tu as entendu parler de ça? J'étais à Kinshasa, en RDC. D'accord. Mm-hmm. Et dis-moi un peu, la première fois que tu as entendu parler de la maladie, comment est-ce que tu as réagi, disons? Comment est-ce que, à ton avis, pour toi c'était quelque chose d'important? C'était une maladie dont il fallait se méfier, dont il fallait pas se méfier? Tu avais l'air longtemps. Comment est-ce que tu l'as pris, en fait, si on peut dire? Comment tu as perçu cette maladie? En fait, quand j'en ai entendu parler pour la première fois, franchement, il y avait beaucoup d'indifférence. Parce que c'était loin, c'était en Chine et on se sentait loin de ça. Donc, on se disait, ça ne va pas nous atteindre parce que déjà, en Afrique, on est habitué avec des épidémies et on a entendu parler d'Ebola et tout, mais c'était pas vraiment arrivé à Kinshasa. On a entendu parler du choléra, c'était à Kinshasa aussi, mais bon, personnellement, je n'avais pas été touchée de près comme de loin. Alors, du coup, il y avait de ma part beaucoup d'indifférence par rapport à ça. Donc, pour moi, je me disais que ça va commencer, ça va finir comme toutes les autres. Avec le temps, cette perception a changé? Comment? Avec le temps, est-ce que cette perception a changé ou bien tu as toujours l'impression oui, évidemment, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Maintenant, dis-moi un peu, comment est-ce que tu perçois ça maintenant, à peu près? Tu perçois ça comme quelque chose que tu pourras... Oh, on ne t'entend pas. On t'a perdu, au fait. On n'a pas compris la dernière question. Ok. Là, vous m'entendez? Oui, là, on t'entend. Ok, maintenant ma question c'était, maintenant que tu vois avec le temps, et puis après tu as dit que ta perception a changé, comment est-ce que tu pourrais dire qu'elle a changé? Tu as l'impression que c'est quelque chose maintenant qui... Comment ça a changé et pourquoi ça a changé aussi, d'une certaine manière? En effet, ça a maintenant beaucoup changé parce que on se sent plus concerné et avec la façon, déjà premièrement, il y a le fait que ça atteint beaucoup de pays, le fait que c'est très contagieux, le fait que ça ne choisit pas qui sera contaminé et qui ne l'est pas. Et avec toutes les mesures de prévention et toutes les mesures sanitaires que les pays sont en train de prendre, franchement, on se sent plus que concerné, vu que il faut pratiquer certaines mesures de sécurité sanitaire. Donc, on sent qu'on est plus proche de ça que jamais et que n'importe qui peut l'avoir. Donc, on se sent concerné à tous les niveaux parce qu'on se rend compte que c'est une maladie qui peut nous atteindre n'importe où, n'importe comment et aussi si par exemple dans certaines personnes réussissent
à se protéger et que d'autres ne le peuvent pas, il y a quand même des risques, il y a encore des risques, il y a des grands risques de contamination. Et c'est dans ce sens-là qu'on se rend compte vraiment qu'on n'est pas à l'abri de cette maladie. Ok. Lauriane, j'ai une question pour toi. Donc maintenant, personnellement, à quel moment, au fait, depuis au fait le début de la pandémie, mais à quel moment, au fait, tu t'es senti particulièrement concerné ou bien directement concerné par le virus, au fait? Je me suis sentie particulièrement concernée par le virus quand je suis arrivée ici aux États-Unis. C'est en ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était grave parce que déjà quand je suis arrivée ici, c'était en mars, et le virus commençait déjà à se propager, à beaucoup se propager en Europe. Et ils étaient en train d'alerter les populations, ils étaient en train de prendre des mesures pour essayer de se protéger. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, l'Europe parlait déjà de confinement. Et aux États-Unis, les gens aussi ont parlé, mais vraiment, les gens ne prenaient pas ça au sérieux. Mais c'est quand je suis arrivée là et que je me suis rendu compte. Et puis, c'est en fait c'est quand je suis arrivée déjà ici que je me suis rendu compte que c'était quand même quelque chose de grave. Et en même temps aussi, au fur et à mesure que les jours avançaient, on en apprenait un peu plus sur la maladie. Et on se rendait compte que ça tuait, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de... surtout les personnes âgées. Mais on se rendait compte aussi que les jeunes n'étaient pas épargnés, même s'il y avait moins de cas de mort chez les jeunes, mais on se rendait compte que tout le monde était concerné et que même si on ne développait pas la maladie, on pouvait quand même contaminer les personnes qui avaient une santé fragile. Et c'est en ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte que c'était quelque chose de très sérieux et qu'il fallait vraiment faire attention. Parce qu'on pouvait peut-être ne pas avoir peur pour soi-même, mais il fallait quand même faire attention pour les personnes qui nous entouraient. Donc, voilà. Ok, j'aurais une question, moi, pour toi. Ma question, ce serait par rapport à la couverture médiatique. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont passées sur Twitter, sur Facebook, tu vois, aux infos. J'aimerais savoir comment est-ce que ta perception a changé par rapport à toi, toutes ces informations qui passent. Si à un moment ça a changé, si ça a évolué, tu vois. Tu vois, par exemple, je sais qu'à un moment on disait que ça n'existait pas. Je sais qu'à un moment il y avait beaucoup de théories qui passaient, que c'était des plans. Dis-moi un peu, quel a été le rapport que tu as eu par rapport à ces informations-là au départ et maintenant? Est-ce que c'est Aurélie, je pense qu'on là, on t'a perdu. Je crois que là, on t'a... Ok, attendez, je vais bouger. Attends, je dois poser. Ok. Ma question, c'est par rapport, tu vois, à toutes ces informations qui passent sur le corona, ces informations quand on disait que c'était un hoax, tu vois, toutes ces histoires qui passent à propos du corona. J'aimerais savoir un peu quel a été le rapport que tu avais avec ces informations au début, tu vois, au début du virus, au début, et maintenant, tu vois, si cette perception de ces informations a évolué, ou bien si c'est toujours la même. Tu vois, les différentes informations qu'on a à propos du corona. Lauriane, tu es en silence. On ne t'entend pas. Ok. Ok, d'accord. Je dois trouver que ça a beaucoup changé et ça a beaucoup évolué parce que au début, c'est vrai que pour moi, c'était une grosse blague. Je ne pensais pas que c'était aussi sérieux. Et deuxièmement, il y a eu le confinement. C'est quand le confinement a commencé, la fermeture des frontières et toutes ces choses-là. C'est en ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était assez sérieux. Parce que on n'a jamais vu ça avant. Alors du coup, c'est en ce moment-là que je me suis rendu compte que il fallait prendre ça au sérieux.
OK. Mhm. OK. Lauriane, Mhm. euh, donc tu es ici en Afrique. En fait, tu es aux États-Unis depuis le mois de mars, c'est ça? Oui, exact. Est-ce que tu peux aussi partager tes expériences par rapport au social distancing? Comment est-ce que tu as conçu ça? En fait, comment est-ce que tu as implémenté? En fait, c'est, pour nous, tout ça, ça a été une méthode, au fait, que on ne savait pas, on n'avait jamais entendu parler, peut-être pas oui ou non. Mais maintenant, par rapport à tes propres expériences, comment est-ce que tu as pu, au fait, gérer, au fait, cette nouvelle façon de vivre? Euh, bon, déjà, premièrement, depuis que je suis arrivée ici, quand j'étais à New York, quand j'étais à New York, sincèrement, je n'ai pas vu de social distancing à New York parce que c'était vraiment le début de la pandémie. Les gens ne prenaient pas ça au sérieux. Je me souviens que partout où je passais, tout était normal, la vie était plutôt normale. Même si c'est vrai que les gens ne voulaient pas se serrer les mains ou se prendre dans les bras, et puis on utilisait des hand sanitizers. Et puis à Washington aussi, c'était pratiquement pareil, hein. Les, les gens avaient l'air assez normal. Mais c'est surtout ici, on arrivait en Floride, donc à Gainesville, que j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de social distancing. Il y a, mais c'était quelque chose qui se faisait avec beaucoup de difficultés. Et c'était surtout envers les personnes qu'on ne connaissait pas vraiment. Mais je me suis rendu compte que pour les qui se connaissaient, qui avaient des affinités, c'était autre chose, quoi. C'était quasiment autre chose. C'était que les gens essayaient un peu de dépasser ça, vu que c'est pas évident d'adopter des nouveaux comportements envers des personnes avec lesquelles on est habitué. Donc, c'est un peu ça. Et quel genre de mesures as-tu prises, au fait, toi-même personnellement? Quel genre de maîtrise as-tu prise? Est-ce que tu penses que ça a marché pour toi en termes de non seulement de que tu sois toujours en bonne santé, est-ce que ça a marché? Et, et en fait, j'aimerais plus savoir sur les genres de mesures que toi, personnellement, tu as prises, que selon toi, ce sont des mesures aussi que tu pourrais recommander à d'autres personnes ou bien pas. Si, il y a les mesures que j'ai prises, bon, déjà personnellement, comme vous dites, il y a le fait que j'ai souvent l'habitude de me toucher les yeux. Mais maintenant, je commence à essayer d'éviter ça. Et puis, j'ai aussi enfin, j'ai maintenant commencé l'habitude avant d'essayer de toucher mes yeux ou mon visage, il faut que j'aille désinfecter mes mains. Et si je ne l'ai pas fait, j'ai souvent l'habitude d'éviter. Et il y a aussi le port du masque qui aide beaucoup. Il y a le port du masque et déjà le fait de se désinfecter les mains, le fait de laver souvent les mains quand on le peut, ça c'est vraiment une des choses qui commence à s'ancrer un peu plus dans la tête. Et donc voilà. Et puis éviter aussi de serrer les mains ou de se rapprocher un peu trop des personnes. C'est un peu ça. Ok, d'accord. Aurélie, tu as des questions? Oui, j'ai une question. Je sais pas s'il y a quelque chose. J'ai une question. Ma question va plus dans le sens de, tu vois, de la manière dont le pays a réagi. Je sais que là, maintenant, tu es aux États-Unis, mais je pense que tu as des contacts avec Kinshasa, le Congo, non? Et la manière dont tu vois, on a réagi là-bas. Qu'est-ce que tu penses de la réaction du gouvernement à Kinshasa? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a été, de par les échos que tu as entendus? Parce qu'il y a deux choses que j'ai envie de savoir. D'abord, qu'est-ce que tu penses de la réaction du gouvernement là-bas? Qu'est-ce que tu penses de la réaction du gouvernement ici?
Et si tu pouvais faire, je sais pas, laquelle des réactions tu penses laquelle des réactions était la plus effective, tu penses? Je sais même pas par quoi commencer. C'est vrai que les échos que j'ai entendus depuis le pays, c'est que, enfin, en tant que citoyenne congolaise, je sais que jusqu'à aujourd'hui, la majorité de la population pense que le corona au Congo est une blague. Et que nos autorités ne gèrent pas bien la crise. Déjà qu'ils avaient décidé de procéder à un confinement pour la ville de Kinshasa. Et ensuite, ils ont changé d'avis. Au lieu de confiner toute la ville, ils n'ont confiné qu'une seule commune, soi-disant que c'était l'épicentre de la maladie. Pourtant, après, on s'est rendu compte que ce n'était plus vraiment l'épicentre. Et ensuite, en ce moment-là, je pense qu'il y avait peut-être seulement une centaine de cas pour tout le pays. Mais hier, je pense qu'aujourd'hui, ils avaient décrété ils avaient levé l'état d'urgence. Et à ce que je sache, il y a plus de 8000 cas maintenant. Donc, plus d'état d'urgence, mais 8000 cas. Et au départ, c'était l'état d'urgence, il y avait une centaine de cas seulement. Donc, c'est juste une façon de montrer que on ne sait pas comment ils font, mais je pense que les choses ne sont pas très, très bien gérées au pays. Vu que ce n'est pas maintenant, quand on se rend compte qu'il y a de plus en plus de cas, qu'on va se dire, OK, d'accord, on va lever toutes les mesures d'état d'urgence et puis voilà quoi. Et en plus, la population est très pauvre et la crise ne fait qu'empirer la situation. Et le gouvernement ne sait pas répondre, en fait, ne sait pas s'adapter à ce nouveau besoin par rapport à tout ce que ramène la pandémie. Et du coup, c'est comme si les gens sont un peu livrés à eux-mêmes. Avec tous les cas qui augmentent et ils ne prennent même pas des mesures d'adaptation ou des mesures pour essayer de lutter contre ça. Pardon. Et par rapport à ici, pardon, je crois que c'est une autre histoire. Apparemment, ici, c'est comme si le gouvernement essaye de... Excusez. Ici, c'est comme si le gouvernement essaye de trouver des solutions, mais apparemment, c'est comme si c'est en quelque sorte la population qui n'est pas trop d'accord avec ce que le gouvernement essaye de trouver. Et puis, bon, ça, c'est dans certains États. Et dans d'autres, apparemment, ils n'ont pas trop confiance. Ils n'ont pas trop confiance et ils ne veulent pas, comment je peux dire, aller à l'encontre des droits de leurs citoyens. Ils veulent, enfin, ils prônent leur liberté, quoi. Donc, dans un certain sens, je pense que ce soit ici ou au Congo, je pense que la crise n'est pas très bien gérée. J'ai une question par rapport à ça, juste une question de follow-up. Tu as dit que les choses n'ont pas été bien gérées en RDC, par exemple. Donc, comment est-ce que, selon toi, au fait, comment est-ce que le gouvernement congolais pouvait gérer cette situation de pandémie? Parce que c'est quelque chose en fait, c'est vrai que le Congo a souffert, en fait, de l'Ebola. Plus tard, on pourrait plus parler, au fait, de ton expérience par rapport à ça. Mais j'aimerais savoir, au fait, le fait que c'est un nouveau cas, c'est une pandémie, que le monde, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs pandémies à l'époque, mais pour une nouvelle génération, comment est-ce que le gouvernement congolais pouvait gérer cette pandémie malgré les difficultés du pays, telles que par exemple la pauvreté, et non seulement la pauvreté, mais il y a tellement des problèmes de développement, accès à l'électricité, accès à l'eau, et le fait que beaucoup, le Congo, en fait, survit par une économie qui est plutôt aussi, tu vois, qui demande... Je crois que je vous ai perdu. Allô? Allô? Tu m'entends maintenant?
Moi, je vous entends. Non, on a perdu Lauriane. On a perdu Lauriane. Et je pose. OK. You are muted. OK, donc ma question était en fait, je vais juste répéter. Comment est-ce que, selon toi, le gouvernement congolais aurait dû gérer en fait cette situation malgré les difficultés du pays telles que la pauvreté, l'accès à l'électricité, en fait, l'accès à l'eau potable, tellement en fait tous ces problèmes de développement que souffre le pays. Donc malgré tous ces problèmes, comment est-ce que le gouvernement aurait dû gérer cette pandémie? Déjà, je pense que le gouvernement aurait dû gérer cette pandémie déjà dès le départ par des moyens de prévention. Parce que quand on a entendu parler de la pandémie, j'étais encore à Kinshasa. L'une des premières choses que le gouvernement aurait dû faire ou aurait pu faire, c'était de... Bon, ça c'est personnel, ça c'est vraiment selon moi. Bien On sûr, aurait bien dû sûr. d'abord commencer par essayer de bien vérifier tous les voyageurs internationaux qui venaient au pays. Mhm. On aurait dû créer peut-être un moyen de, je ne sais pas, une sorte un petit centre de dépistage à partir de l'aéroport pour tous les passagers qui venaient au pays. Déjà, c'était l'une des choses qui aurait pu être faite dès le départ pour pouvoir détecter les cas de cette maladie. Et puis, peut-être essayer de commencer avec d'essayer de mettre certaines personnes suspectes en quarantaine. Enfin, et puis, autre chose aussi, par rapport au pays, normalement, quand ce sont des constructions qu'ils doivent faire pour des différents projets, il y a beaucoup plus d'argent qui est fait par l'État. Mais juste pour la maladie, ils n'ont sorti qu'une petite somme comparée à celle qu'ils sortent pour autre chose, pour d'autres projets. Et non seulement ça, ils auraient pu aussi créer des centres juste pour essayer de soigner des personnes malades. Et puis par rapport au fait que la population est pauvre et tout ça, le gouvernement aurait pu trouver des solutions, par exemple, pour les denrées alimentaires et tout ça. Le gouvernement aurait pu décaisser de l'argent pour essayer de faire amener des produits, par exemple, alimentaires, pour commencer à distribuer ça dans les coins où la population est très pauvre, où on ne pouvait pas voir, où les gens n'ont pas les moyens, par exemple, de se confiner. Parce qu'on sait que tous les jours au Congo, les gens, surtout dans une ville comme Kinshasa, les gens vivent au jour le jour. Les gens, quand ils ne sortent pas, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas. Alors, ils auraient pu voir un peu, je ne sais pas, certains coins certains coins de la capitale pour essayer de distribuer de la nourriture ou bien d'essayer de voir si c'était possible de baisser les prix de tout ce qui était comme des aliments. Et ensuite, essayer je ne sais pas, de créer des programmes, de créer des services pour aider les gens à pouvoir rester chez elles, mais tout en ayant certains services chez eux à la maison. Et non seulement ça, beaucoup plus sensibiliser aussi la population par rapport à cette pandémie. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Il y a des communes au Congo qu'on ne peut pas confiner. Ça, c'est vrai. Mais il faut voir d'abord, premièrement, qu'est-ce qui fait que les gens ne peuvent pas rester chez eux à la maison. Et je pense que ça, peut-être le gouvernement le sait. Je pense même qu'ils le savaient. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu confiner d'autres communes. Ils ont préféré simplement confiner une partie. Et c'était la partie de ces personnes où on sait que elles sont capables de faire des provisions. Et là où on savait que les gens étaient trop pauvres, là où ils savaient que les gens étaient trop pauvres, ils se sont dit, vaut mieux même pas
leur demander de rester chez eux à la maison parce que ça ne va pas fonctionner. Et les gens sortent tous les jours pour chercher de la nourriture. Les gens sortent parce qu'ils ne savent pas quoi manger, parce qu'ils n'ont rien à manger chez eux. Alors, c'était peut-être l'une des choses que le gouvernement aurait pu faire, essayer d'aider les gens par rapport à tout ce qui concerne la nourriture. Et puis peut-être essayer de faire des distributions d'eau. C'est possible en fait. C'est quelque chose qui est possible. C'est juste qu'il faut de la volonté. Donc, je ne sais pas si peut-être il y a peut-être d'autres trucs que j'ai sautés, je ne sais pas, mais ça c'est un peu par rapport à, j'ai répondu un peu par rapport à ce que j'ai compris. Aurélie, tu as une question? Oui, mais ma question, ce ne serait pas vraiment par rapport au gouvernement, mais ce serait une question peut-être par rapport à elle-même et à son travail. Ce serait de savoir très exactement en quoi est-ce que cette pandémie, tu vois, a changé les choses pour toi en termes, tu vois, en termes d'employés, par rapport à ton travail. Qu'est-ce que ça a changé, cette pandémie, par rapport à ton travail? Ok. Moi, par rapport à mon travail, ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Parce que déjà, quand je venais ici, j'avais déjà pris un break. J'avais dit que je vais revenir juste après. Et j'avais dit même, normalement, quand j'avais parlé avec eux, ils m'avaient dit, OK, d'accord, peut-être 6 mois. C'était moi qui leur avais dit, non, peut-être que ce serait moins que ça. Peut-être que ça serait moins que ça. Et puis, ils m'ont dit, OK, d'accord, bon, de toutes les façons, quand tu reviendras, on fait ce qu'on va faire. Donc, c'était plus à moi, ça n'a pas vraiment affecté grand-chose. Mais mon problème, c'est que c'est peut-être dans le futur, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Quand est-ce que ça va se terminer d'abord avec la pandémie, et puis quand est-ce que tous les services vont reprendre, et si aussi notre programme, enfin notre projet continuera. Donc voilà, c'est un peu ça. Lauriane, j'ai une question. Donc maintenant, comment te sens-tu au fait traité ici aux États-Unis pendant ce moment, au fait, ce moment que tu as passé loin de ta famille? Donc, comment penses-tu que ce pays, en fait, traite ceux qui sont comme toi, qui sont ici, qui sont qui ne peuvent pas retourner chez eux pendant ce moment? Comment tu penses de ce traitement, en fait? Est-ce que tu as aussi accès à tout ce que tu as besoin pendant ce moment de pandémie ici aux États-Unis? C'est assez compliqué. En fait, par rapport à moi, si je dois dire quelque chose, je me rends compte que, en fait, ici, j'ai l'impression que, en fait, c'est comme si ce pays ne sait pas ou ne se rend pas compte ou peut-être dans un certain sens n'a rien à foutre des personnes qui sont coincées ici. J'ai l'impression que parce que si je dois comparer, j'ai vu par exemple en Europe, enfin bref, j'ai lu dans des articles, par exemple un pays comme la France, ils disaient que non, pour les étrangers qui sont coincés en France, par exemple, déjà si votre visa va arriver à terme, ne vous inquiétez pas, le pays va automatiquement vous rajouter 3 mois, donc il suffit juste d'envoyer vos informations et tout. Et envoyer vos informations et tout, numéro de passeport et tout le tout blablabla et tout, au service d'immigration. Et c'était bon, il n'y avait pas de souci. Et ils ont même, je pense que pour certaines personnes, par exemple, ils ont été de dire que non, voilà, par exemple, vous ne payez pas de loyer ou ne payez pas ci, parce que, en fait, vous voyez, le gouvernement, en fait, comprenait. Le gouvernement comprenait que c'était des cas de force majeure et on n'y peut rien. Donc, vraiment, on sentait que il y avait certains États
qui se rendaient compte au fait qu'il y a des gens qui sont dans des situations compliquées. Mais ici, dans ce pays, c'est comme s'il n'y avait personne de coincé ici. Au fait, la vie est normale, tout est normal. Si tu es coincé ici, c'est juste que les gens vont dire oh, ah, et puis ça s'arrête là. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est pas qu'ils ont essayé de trouver des solutions pour les personnes qui sont ici. Au fait, il n'y a rien de tout ça. La vie continue. La vie continue. Les gens ne veulent pas porter des masques, les gens sortent, les gens s'amusent. Donc, voilà quoi. C'est comme s'il n'y avait jamais eu cette pandémie. Et d'où provient ton support moral, émotionnel, tout le support que tu as besoin pendant ce moment? Déjà, des personnes qui m'entourent, des personnes avec qui je suis ici et aussi, je suis souvent en communication avec mes amis, avec ma famille et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Et puis, c'est ça qui va me casser mon moral, quoi. Donc, voilà. Une question en fait. Mm-hmm. Mais là maintenant, ce serait peut-être par rapport à, tu vois, par rapport aux gens autour de toi. Pas seulement, on t'a demandé ce que tu ressentais toi par rapport à toi-même. Mais est-ce que par exemple, il y a des gens pour lesquels tu serais particulièrement inquiet? Tu vois, des gens dans ta famille ou bien des gens de ton entourage, des gens que tu connais, qui sont dans une situation où tu sais que ils ont beaucoup de chance. Tu vois, par exemple, comme les gens qui sont obligés de travailler, des médecins, tu vois, des gens qui sont obligés. Est-ce qu'il y a des gens pour lesquels tu t'inquiètes? Il y a des gens pour lesquels tu as peur, si on peut dire, durant ces moments. Oui, exact. Oui, bien sûr, oui. Par exemple, il y a ma mère. Je sais que souvent, elle a des problèmes de santé. Bon, c'est vrai que c'est vrai que c'est pas très souvent, mais je m'inquiète un peu pour elle parce que déjà, ma mère, là où elle vit, il y a ma soeur, il y a mon cousin, il y a une tante qui vivent avec elle. Et ma tante, elle a repris avec le boulot. Donc, elle sort tous les jours. Et il y a mon cousin aussi qui est tout le temps à l'extérieur. Et ce que je sais, c'est que les gens vivent comme d'habitude là-bas à Kinshasa. Alors, on ne sait pas qui est malade, on ne sait pas... Enfin, on ne sait pas qui peut ramener ça. Et du coup, c'est surtout pour elle que je m'inquiète un peu. Et il y a aussi certains oncles et certaines tantes qui ont des problèmes de santé aussi. Donc, c'est vrai que c'est assez inquiétant, mais bon, je me dis que j'ai pas trop envie vraiment d'y penser. Donc, j'espère seulement qu'ils iront bien, qu'ils vont bien et que ça va aller mieux. Ok. Lauriane, selon toi, que penses-tu seront les effets de la pandémie plus tard, même dans ta vie ou bien même dans la trajectoire, non seulement dans ta vie personnelle, mais aussi par exemple, pour la RDC, pour les États-Unis? Quels seront les effets plus tard, 10 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, ou même dans 5 ans? Bon, ça c'est très difficile à dire, mais je pense que déjà rien ne sera plus comme avant. Déjà, il y aura beaucoup de choses qui seront supprimées. Par exemple, il y aura beaucoup d'activités qui n'existent, qui vont disparaître pour un certain moment. Et je pense aussi peut-être que les gens vont adopter certaines des habitudes qui seront un peu comme des séquelles de cette pandémie. Et je sais aussi que ça va beaucoup affecter l'économie, ça va affecter, et puis le fait que ça va affecter beaucoup de secteurs, donc ce qui va automatiquement affecter l'économie, comme j'ai dit. Et il y aura beaucoup de choses qui seront un peu plus compliquées que d'habitude. Mais bon,
Je ne sais pas. Ouais, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Il y aura beaucoup moins, par exemple, il y aura beaucoup moins de déplacements. Il y aura beaucoup plus de mesures de sécurité, de contrôle qui vont commencer à se faire. Et puis, il y aura beaucoup d'activités qui n'existeront plus pour un certain temps. Et puis voilà, quoi. Ça va affecter beaucoup de choses, mais malheureusement, je pense qu'il y aura beaucoup de choses, ça va affecter beaucoup de choses un peu plus négativement. Moi, j'aurais une question. Le moment qu'on est en train de passer, c'est des moments, tu vois, c'est vraiment des moments inattendus parce que je pense qu'au début de l'année, personne ne s'y attendait. So, ma question serait de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose, tu vois, dans la manière dont les gens ont réagi, le monde, tu vois, la manière, la réaction au pays, ici, est-ce qu'il y a Du- On a perdu. Ah, ok. Je m'épouse. Mhm. Ok, j'avais une question. Je pense que ce sera ma dernière question. Ce serait, tu vois, on est en train de vivre des moments difficiles. Ils ne auraient pas pu imaginer. So, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment étonné, si je peux dire, tu vois? Une réaction ou bien quelque chose par rapport à la manière dont les gens ont réagi à ce virus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait dire, waouh, j'aurais pas cru en fait que le monde aurait réagi comme ça, ou bien que les gens auraient réagi comme ça, ou bien que Aurélie, ce vous groupe m'avez de gens aurait perdu. réagi comme ça? On a perdu Lauriane. Mhm. Ok, voilà. Lauriane, ma question, ce serait celle de savoir s'il y a quelque chose qui t'a vraiment beaucoup étonné, tu vois. Parce que c'est une situation qui est arrivée à laquelle on ne s'attendait pas, je pense. Personnellement, je ne m'y attendais pas. Le confinement et l'ampleur que la pandémie a prise. So, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a étonné dans la réponse des gens ou bien dans la réponse des gouvernements ou bien, tu vois, quelque chose qui t'a vraiment étonné auquel tu ne te serais pas attendu? Tu es en silence. Oui, effectivement, beaucoup de choses qui m'ont étonnée quand même. Déjà, premièrement, euh, si je dois parler de l'Afrique, les choses qui m'ont étonnée, qui continuent à m'étonner, c'est que beaucoup de gens n'y croient pas. Est-ce que je suis toujours là? Ok, d'accord, oui. Mhm. Oui, beaucoup de gens n'y croient pas, n'y croient toujours pas. Ils pensent que c'est une grosse conspiration. Et, il faut croire qu'ils sont très convaincants dans un certain sens. Et aussi, ici, il y a beaucoup de choses qui m'ont étonnée. Par exemple, le fait que beaucoup de gens ne veulent pas porter les masques. Et aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas, qui pensent que c'est une grosse blague, que c'est un moyen que le gouvernement a trouvé pour essayer de contrôler les populations. Et ça, ce sont des choses qui continuent à me surprendre. Et aussi, le fait qu'on se rend compte qu'il y en a qui gèrent un peu mieux cette crise comparée à d'autres. Et chacun a sa façon de la gérer. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on a des résultats totalement différents. Et donc voilà, c'est quelque chose de nouveau et par rapport à tout ce qu'on voit et tout ce qu'on apprend sur cette crise, c'est surprenant. Par rapport aux leçons apprises, est-ce que tu penses que, parce que ce n'est pas la première fois que la RDC, au fait, souffre d'une pandémie, est-ce que tu penses qu'on aurait appris quelque chose par rapport, par exemple, à l'épidémie de l'Ebola? Et si pas, est-ce que réellement allons-nous apprendre par rapport, par rapport au Covid? Moi, déjà, premièrement, au départ, tu sais, moi, je pensais qu'on avait beaucoup appris d'Ebola et je pensais même qu'on serait mieux armé pour lutter contre cette pandémie comparé à d'autres pays qui n'ont pas connu ce genre d'épidémie. Mais je me suis rendu compte que comment je peux dire, ça nous est tous tombé dessus de la même manière. Et
je me suis rendu compte que c'était pour mon pays, pour la RDC, je me suis rendu compte que c'était quand même assez décevant parce que je dois avouer qu'on a des bons médecins, on a des bons épidémiologues, on a des personnes au fait qui sont confrontées à ce genre de maladies très contagieuses. Et quand on a senti que ça prenait de l'ampleur, peut-être qu'on aurait pu mieux faire dès le départ, mais on n'a rien fait. Et je me rends compte que finalement, on n'a rien appris de ce qu'on a vécu avant. Mais je pense que peut-être le Covid est venu donner une bonne leçon, pas seulement à la RDC, mais à tous les autres pays dans le monde. En fait, je crois que c'est vraiment venu nous apprendre beaucoup de choses, que déjà qu'on soit développé, hyper développé ou pas, franchement, personne n'est épargné. Épargné aussi, et aussi que, je sais pas, on peut mieux faire. Déjà, dès qu'on entend qu'il y a des rumeurs ou bien quand les autres sont touchés, qu'il y en a qui, quand les médias commencent à en parler, en faire des gros sujets, je pense que les pays doivent déjà prendre des mesures bien avant. Et je pense que peut-être que c'est une très bonne leçon. Je pense que ça va servir d'exemple pour le futur, pour tout ce qui viendra après. Ok, ma dernière question, on a perdu Aurélie. Ma dernière question serait, si tu pouvais choisir un pays où passer le confinement, la quarantaine, quel pays aurais-tu choisi et pourquoi? Si je devais choisir un pays où passer la quarantaine, bizarrement, je suis dans le pays où j'aurais peut-être bien voulu passer. Malgré tout ce qui se passe ici, sérieusement, en fait, le fait d'être ici, c'est comme je disais, c'est en même temps excitant et c'est terrifiant. Et au fait, ici, il y a tout parce qu'au fait, on voit tout. Au fait, on en voit de toutes les couleurs ici. C'est en même temps intéressant et en même temps, ça fait peur parce que déjà, on s'est rendu compte que ce problème est venu faire monter certaines. Au fait, ça fait ressurgir certaines réalités, si je dois dire, certaines réalités, certaines blessures et certaines choses qui ne sont pas bien faites. En fait, c'est vraiment en train de montrer quels sont les défauts. Et c'est ça qui fait que ça enchaîne, ça attire d'autres problèmes. Mais en même temps, c'est cool d'être ici. Mais s'il y a un autre pays où j'aurais aimé être pour passer mon confinement, je crois que ça aurait été en Europe. D'accord. Sérieux, c'est pas au Congo, jamais au Congo. Merci Lauriane, merci beaucoup pour ton temps. Merci.